Ça veut dire qu'il nous reste une case vide. Que nous, humains, humanité, allons peut-être vivre un jour. Autre chose, autre indice intéressant. Dans notre cerveau, nous utilisons 10% de nos capacités cérébrales, avec 90% de cases vides, de terre vierge. Ça sous-entend que nous ne sommes pas au bout de la création. Nous sommes une étape de la création. Alors, on en était donc à nos couleurs maintenant. On va plus parler maintenant de ce 7e jour de la création puisqu'il n'est pas encore là. Nous, on fonctionne sur les 6 premiers jours, c'est-à-dire sur les 5 premiers éléments. On va placer nos couleurs. Alors, je ne vous reprends pas les arguments qui sont développés dans le livre. On prend l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il y a le rouge en haut et le violet en bas. Donc, on va bêtement mettre le rouge sur les terres et on va descendre nos couleurs. Donc, les terres sera rouge, le feu orange, l'air jaune, l'eau va tirer sur le vert, quant à la terre, ça va être bleu. Et c'est vrai que le violet existe. On disait, c'est la 7e couleur ou la... Donc il y a des choses qui peuvent descendre encore. On fonctionne sur ce système-là. Si, par contre, autre chose importante, si ça descend, il est possible que ça remonte aussi. Donc on a éther, feu, air, eau, terre. Ce qui signifie que Dieu crée l'éther, qui crée le feu, qui crée l'air, qui crée l'eau, qui crée la terre. La terre n'ayant pas muté par elle-même, sur un plan de descente des éléments, elle va faire des enfants sur le plan horizontal. Et la terre, quand elle a été créée, elle a commencé par les pressions, par la chaleur, à créer des minéraux. Base de notre création, de notre monde physique et concret. Sur ces minéraux, des végétaux ont poussé. Sur ces végétaux, des animaux sont apparus. Et puis sur ces animaux, on a eu des hommes. Alors ce qui est amusant de voir, c'est que Dieu nourrit les terres nourrit le feu nourrit l'air nourrit l'eau nourrit la terre engendre des minéraux qui sont mangés par des végétaux qui vont synthétiser tout ça. Les végétaux sont mangés par les animaux et l'homme, sommet de la chaîne alimentaire, va manger les animaux, va manger des végétaux, va respirer l'air qu'il y a autour de lui, etc. et va se nourrir de tout l'ensemble. Comme si, à chaque fois qu'un enfant naissait, il était obligé de se nourrir sur sa propre mère. Et c'est vrai qu'on a ça dans le domaine physique humain, puisque quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il est nourri par le cordon ombilical, et puis après, l'enfant va téter le sein de la mère, il se nourrit de sa propre mère. Et nous, si on monte l'échelle dans l'autre sens, qui est notre propre mère? On passe les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre, l'eau, l'air, le feu, les terres, et on se retrouve sur Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on a envie? Quel est notre désir? Notre désir, il est de remonter à notre source, c'est-à-dire de communier avec Dieu. Et ça, c'est instinctif chez l'homme. Quand l'homme a commencé à brandir une massue, un jour, il s'est posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas autre chose que les armes physiques, que les éléphants, que les tigres. Et on a donc commencé à avoir une vision spirituelle. Instinctivement. On est instinctivement, pas tous, je l'entends, mais certains humains sont instinctivement attirés vers leur source. Comme certains poissons vont remonter le courant. Donc, si ça descend, ça va remonter.
Donc on a la chute des anges et la remontée des héros. Si on regarde les héros grecs, c'est quoi un héros grec? On en parlait avec certains il n'y a pas très longtemps. Les héros grecs. Qu'est-ce qu'un héros dans le monde grec? Eh bien, c'est un demi-dieu, on va dire. C'est quelqu'un qui a une mère souvent physique, charnelle, une mère mortelle et un père, Zeus, Mercure, Hermès ou un autre, qui va engendrer une femme mortelle. Qu'est-ce que c'est que ce principe? Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène? Eh bien, le héros, la mère du héros, donc la mère matérielle et concrète, c'est la matière, le corps physique. Le héros, enfin le père du héros, c'est une puissance spirituelle qui descend dans cette matière et qui crée le héros, qui va créer l'initié. Donc les Grecs appelaient ça de cette manière-là, les chrétiens vont appeler ça d'une autre manière avec la descente des langues de feu sur les apôtres, et toutes les religions vont parler de la même chose, mais avec des termes complètement différents. Donc le héros grec, eh bien c'est un être humain, donc une femme sur un plan symbolique, puisque que nous soyons mâles ou femelles dans notre corps, par rapport à l'éther et par rapport au ciel, on est tous femelles. Et si on a un père spirituel, donc une étincelle d'éther qui descend sur nous, qui nous engendre, nous devenons à ce moment-là un héros, c'est-à-dire nous devenons l'enfant de nous-mêmes, mais possédant les deux principes, le principe de la matière et le principe spirituel. Et l'initiation, c'est la descente du feu sur l'artiste. C'est capter un gramme de cet éther, un gramme de ce Saint-Esprit qui va faire de l'homme un héros, qui va faire de l'homme un initié, qui va faire de l'homme, etc., etc. Tu peux éteindre un peu, tu chauffes. Donc, chute des anges, suivie de la remontée des héros. Et on a ici l'échelle de Jacob, sur laquelle des anges descendent et d'autres montent. Ça monte, ça descend. Mais ces anges qui montent et qui descendent, il y a des anges qui sont de l'éther, il y a des anges qui sont de l'air, mais ils vont en quelque sorte se combattre, s'opposer, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, cette opposition des forces, les unes contre les autres, les unes arc-boutées contre les autres, va donner naissance aux éléments, il va donner naissance au nombre, c'est-à-dire à des espèces d'intermédiaires entre la divinité et nous. Donc de ces luttes, de ces arcs-boutants, de ces joies et de ces peines des anges les uns contre les autres, vont naître des loges. Tiens Bernadette. Vont naître donc des loges, vont naître des zones, des arches, au nombre de 36. Donc nous allons nous retrouver. Vous voyez, tout le monde voit bien, il n'y a pas de problème. On va se retrouver avec, dans cette représentation matérielle du 36, avec des zones qui sont la représentation des arches, qui sont la représentation des puissances, ici sous forme de carré, qui luttent les unes contre les autres pour préserver leur loge personnelle. Donc, de l'éther, nous passons au feu, donc de l'éther rouge, centre du carré, nous passons au feu orangé, puis à l'air qui sera jaune, à l'eau qui sera verte, à la terre qui sera bleue. Nous parlons ici de l'aspect invisible de ces forces. C'est vrai qu'une bougie, c'est du feu. Mais une bougie n'est pas le feu des anges.
Une bougie, c'est un feu concret et matériel. Un gaz, c'est de l'air concret et matériel. Un liquide, c'est de l'eau concrète. Et un solide, ce sera de la terre concrète. Mais ces forces sont des forces invisibles qui ne sont pas concrétisées, qui aboutissent à une matière concrète, mais qui sont au départ hors cette concrétisation. Donc, premier carré magique, avec les éléments, les couleurs, et nous allons tout de suite enchaîner sur le deuxième carré qui va lui être chiffré. C'est-à-dire que chaque zone va posséder son nom, va posséder des éléments qui lui sont personnels, qui lui sont propres. Chaque ange va être individualisé, différencié par rapport au collectif, par rapport à l'univers dont il provient. Pour les alchimistes, nous avons ici un solvé, c'est-à-dire que en partant du centre, nous avons un éclatement des forces vers l'extérieur. L'énergie de l'éther passe au centre, l'énergie de la Vierge éternelle ou la Vierge universelle, c'est le point central du carré. Cet éther commence à se différencier en 4 directions, qui peuvent également être les 4 fleuves qui coulent dans l'Éden, etc., et qui vont engendrer, par répercussion, 36 loges, 36 puissances. Bon, alors là, c'est encore une révision par rapport au livre que vous avez. On avance, on va avancer doucement vers l'octogone. Donc chaque nombre est en fait, n'est pas à considérer, par exemple le nombre 36, n'est pas à considérer comme un nombre mathématique. Il est à considérer comme une entité. C'est l'entité 36, avec un certain nombre de caractéristiques. À différencier des techniques de numérologie qui consistent à additionner les chiffres. Oui, c'est bien. Mais là, pour moi, 36, ce sera un être vivant. Quand on pratique une religion, on va prier. On va prier, je dirais, des divinités qui sont plus ou moins incarnées, sous forme de statues, sous forme de principes, sous forme d'état. Au lieu de prier la Sainte Vierge, par exemple, un jour il faudra pouvoir prier le chiffre 20. Mais avec autant de ferveur, autant de cœur, on va prier cette fameuse Sainte Vierge. Et c'est là une des clés de difficulté de ce système de théurgie, de ce système angélique, c'est que le nombre 20, ah oui, je mets le nombre 20 sur un papier devant moi, je me mets à genoux, je me mets en prière, et puis je vois un 2 et un 0. Je me dis, moi je préférerais prier une statue, ça me parle plus. Parce que c'est plus abstrait. Donc on va avoir dans notre conception de la magie ou de notre conception de la religion une première petite pierre d'achoppement qui va être d'arriver à assimiler le nombre à une puissance divine. Donc chaque nombre est un être vivant. Alors comme nous le voyons sur ce schéma, sur le carré coloré et numéré, chaque nombre possède une couleur précise, sa couleur dominante. Le 25 est jaune, le 1 sera bleu, le 35 sera vert. C'est sa nature profonde, sa nature. Mais chaque nombre est également dirigé dans un sens. Alors, nous avons un autre petit schéma qui se trouve également dans le livre, mais qu'on va rappeler ici. C'est la croix des directions. Au nord, nous plaçons le feu. Pourquoi ? Parce que le magnétisme terrestre
circule nord-sud. Donc le feu magnétique de la Terre va se situer au nord. Le Soleil se lève à l'est, vous allez me dire. Oui, donc certains opérateurs ont mis la lumière ou le feu à l'est. C'est une vue plus symbolique de la question, alors que placer le feu au nord, comme dans les anciens temples égyptiens ou les premières églises chrétiennes, est une manipulation plus opérative. Donc le feu au nord. Si le feu est au nord, en opposition au feu, eh bien on aura au sud. Qu'est-ce qu'on aura au sud? L'eau. Ensuite, on a deux directions qui nous restent. L'est et l'ouest. Et on a deux éléments. L'air et la terre. Sur un plan simplement intuitif, le soleil se lève à l'est. Donc le soleil sera plus léger, donc il sera plus de nature aérienne, alors que l'ouest, l'endroit où le soleil se couche, sera plus de nature terre. Donc à l'est, on va mettre l'air, à l'ouest, la terre. Et chaque couleur a plusieurs noms. C'est toujours la même couleur. C'est l'éclatement de la force. Voilà, l'éclatement de la force. Alors justement, nous nous apercevons à partir de là que dans la zone nord de notre blason, de notre carré magique, on a l'éther du nord, qui est le 5, et on a deux puissances de feu, qui sont le 4 et le 6. Donc le 4 et le 6, c'est le feu du nord. Le 12 et le 34, c'est l'air du nord. Donc 12 et 34, ce sera un air. Mais un air, comme il est situé au nord, qui sera plus signé du feu en deuxième position que l'air situé au sud. 30 et nombre 16. Le nombre 30 et le nombre 16, situés au sud, seront plus un air de nature eau. On commence à avoir donc une différenciation de ces puissances par rapport aux projections sur les points cardinaux. Est-ce qu'on peut comprendre par là qu'à un moment donné, il faut dépasser les conceptions religieuses, donc il faut aller au-delà de la religion pour avoir des repères? Il faut éliminer. On disait ce matin, on commence par tout oublier, et puis on essaye de travailler. Donc il faut tout éliminer, travailler, et après reprendre ce qu'on avait laissé. Ça, c'est important. Donc on a des nombres qui sont, même s'ils sont terre ou air feu, qui seront de nature feu, la même chose pour l'air, la même chose pour l'eau, la même chose pour la terre. Donc, de par là, chaque nombre aura deux couleurs, en quelque sorte. Vous avez tout ça en résumé dans le livre, c'est pour ça on passe vite là-dessus, donc vous pourrez le retravailler. Parce que je vois que ça commence à être... par exemple, le nombre 36, c'est un nombre, c'est une terre de l'Est. Donc c'est un nombre qui sera signé, il est bleu, donc il est signé de la Terre, mais étant dirigé vers l'Est, il sera en deuxième signature air. Donc le 36 sera plus aérien que le nombre 10. Ou plutôt, l'entité alchimique 36 sera plus aérienne que l'entité alchimique 10. On aura donc deux teintes, puisque on va se dire que l'Est, c'est l'air, et l'air, on a vu que c'était le jaune. Donc c'est pour ça qu'à la fin de notre livre, vous avez un certain nombre de différenciations de cette nature. Donc chaque nombre est un être vivant qui aura une couleur principale et un élément secondaire. Comme vous le voyez sur le schéma, chaque nombre a une place précise. Il a une orientation cardinale, nord, sud, est, ouest, on vient de le voir. Chaque nombre va avoir, et là c'est très important, un nom magique. Un nom magique ou une vibration kabbalistique particulière et qui lui est propre.
vibration kabbalistique, non sous forme de kabbale écrite, qu'elle soit d'une origine ou d'une autre, mais sous forme kabbale, il faut voir ça sous forme de théurgie, donc de contact avec le divin. Michael, par exemple, n'est pas le nom d'une puissance. Pourtant, dans les rituels, et même moi, des fois je l'utilise, Michael, etc. etc. Bon. Michael n'est pas le nom d'une puissance, c'est plutôt le nom d'une fonction, comme on dirait Monsieur le Président ou Monsieur le Préfet. Le nom secret, le nom occulte, c'est quelque chose de beaucoup plus intime, qui sera donc caché et que l'on ne trouvera rarement dans les livres. En plus, le problème du nom secret, c'est qu'il faut le sentir en même temps qu'on va l'émouvoir. On y reviendra. Chaque nombre va également posséder une odeur particulière, parce que vous allez pouvoir, si vous le désirez, faire une recherche sur les parfums, et vous allez me dire que le parfum du 19 n'est pas la même chose que le parfum du 2. Bon. Si on prend le simple fait de considérer l'encens plutôt sous forme d'huile essentielle, mais l'encens comme nature, je dirais, plus éthérique ou spirituelle, et la myrrhe plus de nature terrestre, ben vous avez deux odeurs qui sont complètement différentes. L'encens, ben ça sent l'église, comme on va dire vulgairement, et la myrrhe, eh ben la myrrhe, ça sent les marécages. Donc c'est une odeur beaucoup plus aquatique, beaucoup plus basse dans la vibration. Et pourquoi pas mélanger les deux selon des proportions particulières pour trouver le parfum du 35, le parfum du 31 ou du nombre 18. Bon, c'est des pistes de recherche qui peuvent se conduire, des pistes de recherche personnelles. Oui. Je peux poser une question ? Oui. Cette vision des choses qui est parfaitement intéressante. La question que je me pose, est-ce que c'est une élaboration, je suppose que c'est pas vous qui l'avez élaboré, est-ce que c'est une élaboration purement mentale ou est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis? Alors, je dirais les deux, c'est mentalement. Bon, il y a des jeux avec des nombres les uns sur les autres. Donc ça, c'est un carré magique beaucoup plus parfait que les carrés magiques qu'on trouve dans les livres. Simplement sur un plan mathématique. Donc ça, c'est mental. Il y a un mental là-dedans. Mais il y a également une transmission. C'est un arcane qui existe. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'homme qui va créer. L'homme, il a besoin de se faire un petit schéma pour comprendre les choses et pour les orienter. Mais si, à partir de ce schéma, on monte des rituels, et si on arrive à animer ces rituels, on va s'apercevoir que le 29 n'est pas une création mentale ou de notre mental humain. Il y a une puissance, il y a quelque chose, il y a un amour derrière ce 29. Et ce que je voudrais arriver à faire, c'est que vous soyez en mesure d'établir le contact. C'est ça, on peut animer cette... Voilà, tout le principe, je dirais du stage, mais tout le principe qu'il nous faut développer, c'est comment l'animer. Comment le 29 va passer d'un triangle. Non, c'est logique. Comment le nombre 29? C'est logique. Oui, non, je dis pas que c'est pas logique. Ah oui, c'est inquiétant, je vois ce que vous voulez dire, oui. Mais il faut que, à la limite, il faut que ce soit inquiétant. Il faut pas que ça prenne que à la tête, il faut que ça prenne aussi au ventre. Et c'est là que ça va s'animer. Donc ce 29, bon, si je suis un professeur de mathématiques, j'écris le nombre 29 sur ma feuille, où je fais une équation, je ne vais pas déclencher de magie. Mais si dans un certain état psychique, un certain état énergétique, sur un certain lieu, à un certain moment, je mets en résonance avec ce nombre, il peut y avoir des échanges qui dépassent l'intellect. Ça veut dire aussi quelque part que ça remet en question la conception qu'on avait sur... de la mathématique. Oui. Oui. On devait juste demander, tout à l'heure on parlait de l'entité vivante. Sur le schéma précédent qu'on a fait avec le père, fils et mère, Oui. Ils appartiennent à quel monde en fait? Mais si dans un certain état psychique, un certain état énergétique, sur un certain lieu, à un certain moment, je mets en résonance avec ce nombre, il peut y avoir des échanges
qui dépasse l'intellect. Ça veut dire aussi quelque part que ça remet en question la conception qu'on avait sur... de la mathématique. Oui. Oui. Je voulais juste te demander, tout à l'heure on parlait de l'entité vivante. Sur le schéma précédent qu'on a fait avec le Père, Fils et Mère, Oui. Ils appartiennent à quel monde en fait? Alors, l'entité vivante. ils sont au-dessus. Donc c'est-à-dire que le Père, Fils et Saint-Esprit, pour reprendre très très rapidement, ils sont avant, ils sont juste... C'est eux qui donnent naissance à l'éther. Joachim, oui. Je trouve que pour l'auteur, c'est qu'ils ont... Il faut par exemple choisir l'ensemble, par exemple, qui sent la terre ou bien... Je n'en dirai pas plus. Il faut sentir. Mélange à vous de Il faut sentir avec son nez physique et puis avec son nez intuitif. Et, hein, alors... Tout ça en question, je trouve que c'est un approfondissement. Oui. C'est le voile qui s'enlève. Voilà, on peut le... Ça remet en question. On parlera après. Oui, c'est le voile d'Isis qui se soulève petit à petit. Ensemble, unis. Voilà. Oui. Donc il faut qu'on soit, à la limite, Ah oui, là c'est pas... une manifestation et il y a une C'est pour grande la pancarte. retraite, hein, je le signale. Unis ensemble, voilà. Bon, bah oui, c'est une union dans la différence. Ça, le 36, c'est quoi? C'est une union parfaite des 36 nombres, mais chacun a sa place, chacun a sa couleur. Ils se combattent pas réellement, ils ne s'opposent pas, ils s'arc-boutent les uns sur les autres, ils se sous-tendent. Comme les pierres de fondation de cet hôtel vont permettre au toit de tenir. Tout est arc-bouté, tout est en pression l'un sur l'autre. Mais c'est comme dans une cathédrale. Dans une cathédrale, il y a une pression, il y a une je sais pas quel mot on pourrait utiliser, mais il y a comme quelque chose de tendu. Les pierres sont sous tension dans une cathédrale. Eh bien, les arches sont sous tension, comme les cordes d'une harpe. Imaginons une harpe avec 36 cordes. Ce qu'il faut, c'est arriver à en pincer une pour obtenir un son. Si vous arrivez à en pincer une, à obtenir un son, vous avez gagné. Donc, une odeur. Chaque arche, et ça, on ne va pouvoir le concevoir que par la pratique du rituel et par la communion avec ses puissances, chaque arche va avoir un sentiment particulier, une sensation caractéristique. Si on fait par exemple le 27, qu'on arrive à le déclencher, on n'aura pas les mêmes impressions, les mêmes sensations, les mêmes sentiments que si on travaille sur le 17 ou sur le 14. C'est pas les mêmes. Il y en a un, je dis ça comme ça, ne prenez pas ça à la lettre, vous allez en avoir un qui sera beaucoup plus peut-être tellurique, beaucoup plus sous forme d'un dragon, d'une puissance lourde. Un autre sera une puissance peut-être plus mentale, un autre sera une puissance plus émotionnelle. Ils ont chacun leurs caractéristiques, leurs sentiments, leurs sensations. Et ça, vous pouvez l'avoir que par le contact physique. Enfin, physique. Je dirais par le contact énergétique, par le contact du cœur. Parce que, comme vous nous disiez tout à l'heure, le mental, c'est bien, mais le mental, lui, il voit un beau carré magique. C'est le cœur qui va permettre d'animer ce carré magique. Et comme on est tous ici plus ou moins soit trop cardiaque, soit trop mental, on va devoir, si on est très intellectuel, travailler sur le cœur, et si on est trop mystique, travailler sur le mental. Le mystique, celui qui aime, celui qui ressent, il y a des gens, des fois, ils mettent la main au-dessus de la pyramide, ça y est, hop, on sent des choses, on sent tout de suite. Bon, bah ceux-là, il faut qu'ils travaillent la technique, il faut qu'ils creusent le cerveau sur les livres, parce qu'ils ressentent, donc il leur manque l'aspect intellectuel derrière. Là, en ce moment, dehors, il y a des manifestations complètement telluriques. Oui, les manifestations sont telluriques, voilà. C'est la révolte des anges. Oui. Des démons, oui. Entre parenthèses. Alors, Lord Daimon qui joue là. c'est les daimons. Bah, Voilà. c'est le spectre de l'azote enfermé dans la planète qui se réveille. Voilà. Alors une chose amusante comme ça, on y reviendra sur le...
il se réveille. C'est pas bon ou mauvais, il se réveille. Il se réveille. Plus le temps va passer, Plus ça va être pire. plus l'éther va pulser, plus l'éther va pulser sur le feu qui va pulser sur l'air, sur l'eau, sur la terre, et plus on va avoir un tellurisme puissant qui va faire entrer les hommes en révolte. Que ce soit des révoltes du volcan, que ce soit la révolte pour les retraites, que ce soit la révolte... et actuellement on le voit de plus en plus, on a une montée de tellurisme, et tous les radiesthésistes peuvent le vérifier avec leur pendule, montée de tellurisme, qui fait que on va avoir des révoltes. Et comment équilibrer les forces? On les laisse. Nous, on n'équilibre rien. On va essayer de tirer notre épingle. Et c'est très difficile. Parce que les forces, on peut équilibrer des forces en nous, on ne peut pas équilibrer des forces extérieures. Chaque puissance, chaque angélie ou chaque archangélie a des périodes d'endormissement et des périodes d'activité. Donc il y a des moments où ils vont être plus réceptifs à vos demandes et des fois où ils le seront beaucoup moins. Alors une chose intéressante également, ça je vous reporte encore à la lecture du livre, vous allez trouver dans ces 36 forces des éléments qui sont des parcelles de ces anges qui sont incarnés sur Terre. Et ça devient plus intéressant. Il y a des parcelles du 20, on va prendre un autre, des parcelles du 26 qui sont incarnées sur Terre. Et peut-être y en a-t-il dans cette salle, dans cette assistante. Il y a des parcelles du 23 qui sont peut-être présentes, du 1, du 9, parce que c'est quoi ça? C'est également le réservoir kabbalistique des âmes ou des esprits. Et c'est là-dedans qu'il va être puisé pour envoyer les gens sur Terre. On peut imaginer que selon notre date de naissance, et là reportez-vous aux tables, que selon votre date de naissance, vous allez plus être sous l'influence du 11, du 28, du 30 ou d'un autre nombre. Êtes-vous donc une étincelle d'un de ces 36? Et duquel? Est-ce qu'on est toujours attaché au même arcane ou après en évolution on va passer par tous les arcanes? Si votre maman c'est le 11, votre maman dans 10 ans ce sera toujours le 11, comme notre maman physique. On ne peut pas changer nos parents. Non, c'est le passé. Voilà, c'est le passé. Donc ça c'est pareil, si on provient du 11, qui est une eau du Nord, eh ben on sera signé eau du Nord. Et dans tout ce que l'on va faire, dans nos dons, dans nos capacités, on sera signé du 11. Et si je suis une eau du Nord, donc une eau de feu, bah peut-être que je pourrais gagner de l'argent en faisant du négoce d'alcool. Et peut-être que si j'essaye de vendre des piscines, je me tromperai. Mais y a-t-il une évolution qu'on passe de la Terre puis non. on arrive à l'éther? Non. Si on est de cette nature 11, notre but physique incarné, il est de prendre contact avec notre mère, avec notre père, parce que c'est notre mère et notre père, avec notre source. Et c'est cette source qui nous dira quoi faire. C'est cette source qui va nous envoyer l'étincelle qui fera de nous un héros ou une puissance révélée. Il faut déjà réussir à déterminer de quel chiffre est la personne avec laquelle on travaille ou de soi-même. C'est mieux. C'est mieux. A-t-on un jour changé d'arcane? Non. Non, on ne peut pas changer. Il y a une évolution, on passe des différents éléments. Non. Non. Là, on est... Bernard, j'ai compris ce qu'elle veut dire. Ça veut dire si elle peut peut-être aller se balader sur d'autres chiffres. C'est ça, hein? Oui, si on peut faire les autres chiffres, on passe Voilà, si tu es du 11, tu resteras du 11. Mais tu peux faire un rituel au 36. Ah oui. Bon, pour gagner un petit peu de force du 36. Mais c'est le 11. Je tomberai toujours en 11. C'est le 11 qui te donnera la force. Pas un autre. Ta mère et ton père. Si on a, mettons, bon, vous avez tous ici plus ou moins des enfants. Ouais. Si vous avez un enfant que vous ne connaissez pas, qui vient chez vous, qui vient vous dire « Ah, écoute, il faut absolument que tu m'aides, là j'ai cassé ma voiture, faut que tu ailles à la banque pour faire un crédit pour me racheter une voiture. » On va dire « Mais attends, t'es pas de ma famille, je te connais pas, dehors. » Par contre, si c'est notre propre enfant qui vient nous faire cette demande, bah on va être bien embêté parce qu'on aura envie de lui dire oui.
Là, c'est la même chose, Anne. Tu vois, c'est le même principe, les parents ne changent pas. Par contre, dans notre vie, on évolue. C'est-à-dire que, dans le 11, il y a plusieurs endroits qui existent. Dans notre pyramide, si on prend la pyramide, prenons un carré bleu, un triangle bleu de la base. Il y a le bas du triangle et il y a le haut du triangle. Libre à moi, dans mon évolution personnelle, de rester au fond de mon bocal, dans la vase, ou d'évoluer suffisamment pour être à la pointe de ma couleur. Et je ne changerai jamais de couleur. Tu changes pas de couleur pour l'instant. Mais tu peux être dans le fond ou à la pointe. Par exemple, tu es une femme. Mais tu peux pas changer. Tu resteras une femme. On pourrait se dire, tiens, bah oui, mais on dit dans la Bible que Adam et Ève, etc., etc. Donc, en fait, une femme, pour évoluer, il faut qu'elle devienne un homme. On peut dire ça. Ça, c'est de l'intellectualisme. C'est du symbolisme intellectuel. Non, tu resteras toujours une femme. Par contre, tu peux être une femme intelligente, moyenne, ou pas du tout intelligente. C'est là-dedans que tu vas changer, que tu vas évoluer dans ta nature. On est blond, on est brun. Alors c'est vrai, on peut tricher, on peut se teindre les cheveux, on peut faire plein de choses, mais on restera blond, brun. De la couleur que tu avais. Donc on reste dans sa couleur. Voilà. On reste dans sa couleur, on ne change pas dans l'évolution de sexe pour évoluer. Tu peux pas plus changer de sexe que tu peux. Il n'y a aucune couleur qui est mauvaise, voilà. Elles sont toutes bonnes. Gabriel. Je pense que tu fais une nuance entre l'arche qui correspondrait à la date de naissance d'une femme, dans laquelle on pourrait situer la rose, et d'autre part, ce qui serait les correspondances. L'arche intime, oui, bien sûr. Bon. Il n'y a pas des couleurs plus évoluées Si je suis dans les terres, je sais pas. Je vais pas développer pour pas complexifier un peu. Mais c'est vrai, vous allez voir dans des tables de calcul que si vous êtes né le 14 septembre 1952, vous allez être de tel nombre. Par exemple, je sais pas, 14 septembre, on va tomber sur peut-être le 26, je sais pas. Et donnons un exemple au hasard. On tombe sur le 26. Ça, c'est votre nombre astrologique. Votre correspondance réelle sera beaucoup plus intime, peut être celle-là, mais peut en être une autre. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc on va commencer par une correspondance plus astrologique, et puis après, on va cheminer. Ce que je vous conseille, si vous faites des rituels au nombre précis, c'est de commencer par ceux de votre date de naissance. Et puis un jour, vous aurez peut-être envie d'en faire un autre. Et puis un jour, vous tomberez sur un, vous tombez sur le 29, vous travaillez sur le 11, vous tombez sur le 29, et là, le 29, c'est merveilleux. Il vous répond, mais d'une manière extraordinaire. Vous avez beaucoup de chance d'être plus signé intimement du 29 que du 11. Donc ça, c'est la correspondance secrète. Ça, c'est la correspondance astrologique. Faut chercher pourquoi. Donc, Anne, à la limite, on peut donner une deuxième réponse. On peut commencer par le 11, qu'il faut commencer par un morceau. Mais rien ne vous dit que c'est la correspondance intime de votre personnage. Parce que vous avez donc une correspondance visible qu'on peut calculer par un ordinateur sur le plan astrologique, et vous aurez une correspondance invisible. Toujours encore, le mercure, le souffle, la matière et l'esprit. Et nous empêche de les faire tous. On commence par l'un, et puis on peut... C'est pas vrai, et puis on peut. De toute façon, ça fera... On va toujours retourner à l'arcane. Ça fera que du bien. Faut trouver celui qui t'appartient. C'est ça le principe du jeu. Dans les 36, faut trouver celui qui est de ta nature. Et des fois, ça peut surprendre. Et moi, je peux pas te le dire, parce que je ne le sais pas. Voilà. Je peux le calculer par l'ordinateur, mais l'ordinateur, il donnera une vague idée. Et statistiquement, c'est souvent pas celui de la date de naissance, en pratique. Dans la réalité statistique, je veux dire. Dans la réalité astrologique, par la date de naissance, on calcule. Oui, mais celui qui correspond après, réellement, concrètement, n'est pas nécessairement le... C'est pas nécessairement celui-là. Il est voilà. blanqué. C'est ça qui est important. Mais celui-là... Alors, dans le calcul. Attendez, de toute façon, si vous êtes né à un moment précis, vous regardez dans les tables, vous tombez sur le 35. Le 35 fera partie de vos correspondances. C'est sûr. Peut-être pas la correspondance principale. Ce sera peut-être votre petit cousin. Ce sera pas votre maman, mais il fait quand même partie de la famille, puisque vous êtes né
sous son influence. Et comme il faut commencer par quelque chose pour amorcer la réaction du 36, eh ben, on va faire ce qu'on peut. Hein. Et encore, nous, on a de la chance parce qu'à l'époque de Moïse, ils n'avaient pas forcément des tables aussi sophistiquées. Et pourtant, ils étaient fort puissants. Donc, les éléments incarnés du 36, ici-bas, eh ben, c'est nous. Chaque nombre a également une signature magique. Et cette signature ne vous sera révélée, peut-être en rituel, peut-être en rêve, que quand vous aurez beaucoup travaillé sur le 36. Chaque nombre, chaque puissance possède également des dons particuliers ou des domaines d'action ou de prédilection. Comme on disait tout à l'heure, si je suis du 11, peut-être que je gagnerai de l'argent dans le commerce de l'alcool, mais si je suis du 17, il vaut mieux que je vende des piscines. Parce que ça va, ce 36, il va s'exprimer dans tous les plans de mon existence. Que ce soit l'existence amoureuse, que ce soit l'existence professionnelle, que ce soit l'existence spirituelle, que ce soit l'existence naturelle, j'aime être à côté d'une source, ou je préfère un feu de bois. Ça, c'est encore des signes. Je suis dans l'âme, je dirais plus pacifique ou plus guerrier. J'aime bien taper sur les autres, ou au contraire, j'aime bien faire de la méditation zen. Bon, tout ça, c'est là-dedans. Donc, et nos caractères, bon, etc., etc. Alors on passe, hop, là-dessus, c'est bon. Oui. Prends pas un exemple. Vraiment la capacité. Un exemple, ça date de naissance. Parce oui, bah si oui, mais je veux pas trop traîner quand même sur le. Oui. Oui. Alors, symbolisme maintenant, un petit chapitre qui va nous mener tout droit sur l'octogone. Symbolisme du 3 et du 4. Je peux peut-être couper un petit peu pour. Non, celui-là tu vas le garder. Garder sorti. Alors, on fait un petit peu de symbolique. Le 3, c'est le ciel dans la symbolique. Le 4, le carré, le triangle symbolise le 3, le ciel, et le carré, symbole du 4, la matière. Pour que la matière existe, il faut que le 3 soit sur le 4. On adopte notre matière, et on adopte le 3 par-dessus. Donc le 4 de la matière, et le 3 de l'esprit par-dessus. À la limite, une initiation symbolique, c'est ça. C'est le 4, donc la matière, je dirais le néophyte, ou l'homme, ou la femme, qui chemine, et qui comprend, qui a accès à des symboles, qui a une voie spirituelle qui peut être plus ou moins développée. On est dedans, on va à l'église tous les dimanches. J'ai mon 3 sur mon 4. L'initiation profonde consiste, en fait, on a toujours notre 4 pour notre corps, mais à faire descendre le 3 à l'intérieur du 4. Avoir le 3, donc l'esprit, dans le 4, jusque dans nos cellules profondes. Et c'est là où il y a une grande différence entre ces deux ésotérismes. Un ésotérisme symbolique qui va être très bien, qui doit normalement conduire à l'initiation. Mais trop souvent, on en reste dans l'intellectualité du schéma, on en reste en fait à comprendre ou à travailler intellectuellement ou cardiaquement, mais sans aller plus loin dans la démarche. Par exemple, on va faire un stage sur l'exorcisme. C'est bien, il y a certains d'entre vous qui vont venir, on va apprendre comment faire un exorcisme ou comment faire un dégagement. Ok, après le stage, vous aurez le 3 sur le 4. Vous saurez comment faire. Mais seul celui qui va le pratiquer réellement va le vivre et donc va faire descendre le 3
dans le 4. Donc le 36, par exemple, on peut l'étudier pendant... Je connais des gens qui l'ont étudié depuis 20 ans. Ils l'étudient depuis 20 ans. Bon, ils font une espèce de mathématiques ésotériques, de mathématiques occultes. C'est bien, c'est mieux que rien. Mais vu qu'ils n'ont jamais tenté de faire des rituels, l'esprit n'est jamais descendu dans leur oratoire. Ils n'ont jamais eu la réception du feu. En vérité, c'est comme l'alchimie. Bon, l'alchimiste, quand il prend une matière, que ce soit une plante, que ce soit un minéral ou autre chose, et il va essayer d'en faire une médecine. C'est bien, c'est le 3 sur le 4. C'est symbolique. On peut obtenir des médicaments. De toute façon, la science profane, la science pharmaceutique obtient de très bonnes molécules pour soigner certaines choses. Donc, ça fonctionne sans ésotérisme. Mais l'alchimiste qui va véritablement vouloir faire une pierre ou faire une œuvre va devoir d'abord faire descendre l'esprit dans la matière. Par exemple, si c'est une plante, et avant de cueillir la plante, il va falloir qu'il fasse, par exemple, des évocations en théurgie pour faire descendre l'esprit de la plante dans le corps physique de la plante avant le ramassage et avant de la traiter. Donc, toute opération alchimique nécessite au préalable une opération de théurgie. Sinon, on reste dans une bonne manipulation, dans une manipulation de ce que les anciens appelaient la chimie, avec un Y. Par exemple, dans la chimie minérale, l'esprit, c'est laquelle que vous descendez. À l'esprit, ça va être... Si. Voilà. Ça va être... Si. Mais justement, au niveau de la recherche, je veux travailler sur le plomb, ou sur la stibine. Qu'est-ce qui correspond à la stibine dans mon schéma? La stibine, elle est quoi sur le plan occulte? Elle est bleue, elle est jaune, elle est rouge, elle est orange. Quel rituel je vais monter pour faire descendre dans ma stibine la puissance? Sinon, je vais manipuler de la stibine, c'est bien, mais je ne vais pas faire de l'alchimie véritable, parce que je n'aurais pas fait descendre l'esprit dedans avant. C'est ça, et c'est ça, une des grandes clés de l'alchimie, c'est la théurgie. Et ça se trouve déjà dedans, on encore ramasse dans les lignes. Ça se trouve dedans de manière très faible, comme ça. En général, c'est plutôt au-dessus que dedans. Si on veut aller... Cette numéro 3. Non, 3. La deuxième, elle est là. La troisième, elle est là. Le problème, c'est que avant de pouvoir faire descendre un esprit dans une matière, il faut déjà avoir résolu le problème de l'alchimie physique de l'homme. Comme dit Eliphas Lévi, l'athanor universel, le premier athanor de l'alchimiste, c'est son corps physique. Donc avant de faire descendre l'esprit dans la matière, je dois faire descendre l'esprit à l'intérieur de moi-même, dans mon crâne. Je dois me faire symboliquement bien sûr, ouvrir et faire descendre l'esprit en moi. Et si j'ai une descente de l'esprit, à partir de cet instant-là, je pourrais faire une alchimie qui sera différente. Et je pourrais faire descendre les esprits du 36 dans ma stibine ou dans une autre matière. C'est plus tellement un problème de matière après, c'est un problème occulte de démarrage de l'œuvre. Donc ça, c'est une loi alchimique. Oui. Dans la mesure où on a fait ça dans soi, quel est l'intérêt de le faire descendre dans une matière extérieure? Le principal, c'est de le faire descendre en soi. On peut avoir besoin, pour moult raisons, de faire une alchimie dans un phénomène physique, dans un corps, dans un pentacle. On dit que ce serait une espèce de guérison, mais adaptée à la personne. Ah, pour la personne. Si on veut le faire à qui? Pour soi? Oui, il n'est pas là quand vous parlez de plantes. Bon, les homéopathes, on va faire de l'homéopathie, on soigne par des plantes un petit peu tout le monde. Par des filières thérapeutiques. Oui, voilà. Là, c'est totalement personnalisé en fait. Là, à la limite, l'homme devient son propre médecin. L'initié est son propre médecin. Mais non, c'est pas tellement une thérapie, c'est une thérapie spirituelle. Le but, c'est d'obtenir une révélation. Le but, c'est d'obtenir une immortalité, pas physique.
physique, peu importe, mais une immortalité spirituelle. Donc, comme je disais, ce qu'il faut, c'est d'abord faire descendre l'esprit en soi, et si l'esprit est descendu en soi, après, on peut faire différentes choses. Et on a les pouvoirs, attention, parce que dès l'instant où l'esprit est descendu, les pouvoirs, vous les avez. Là, c'est à la limite, la respiration, c'est bien pour commencer, pour amorcer la pompe, mais quand l'esprit descend, les pouvoirs, vous les avez. Et le principal, c'est le pouvoir de survivre. Alors là, je ne distingue pas clairement bien, parce que vous parlez d'alchimie minérale, vous parlez d'alchimie animale. Parce que lorsque vous descendez dans l'esprit, dans le corps, alors là, c'est animal. Je parle sur le plan symbolique. Donc, avant de faire une alchimie minérale, végétale ou animale, avant ça, il faut qu'il y en ait un qui descende. C'est le ciel qui nous donne l'alchimie, c'est pas l'homme. Hein. L'homme, par sa recherche, il ne trouvera pas l'alchimie. Il trouvera plein de bonnes choses. Hein, je sais pas, il y a des médicaments pour soigner, tout un tas de médicaments. Le paludisme, on arrive à le soigner avec des molécules. C'est des hommes qui ont cherché ça, qui les ont trouvés. On soigne le paludisme. Mais c'est pas ésotérique, il n'y a pas d'esprit qui sont descendus dedans. Et pourtant, on a des résultats. On a une médecine. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est de faire descendre l'un des 36 dans l'élément à alchimiser. Et si le 36 descend là-dedans, si l'un des 36 descend, vous n'aurez plus du tout les mêmes résultats au niveau de la manipulation physique de la pierre. Mais ça, au préalable, je dois le faire descendre sur moi. Donc c'est le ciel. L'esprit de la matière, c'est le souffle. Oui. C'est ça qu'il faut faire descendre. C'est quelque chose de matériel, ce n'est pas... Si, non, là... Il se spiritualise lorsqu'on ajoute le feu. Oui, mais si, avant, vous avez multiplié la puissance de votre matière de départ, peu importe la matière, si vous avez multiplié la puissance de votre matière de départ, vous obtiendrez un élixir ou une médecine ou un résultat 10 fois, 100 fois plus puissant. C'est là où il y a alchimie et alchimie. Qu'est-ce qui joue là-dedans? Les ondes de cerveau ou les ondes de cœur Oui, de toute façon, si vous avez pratiqué un petit peu, vous savez que une manipulation physique faite par vous, faite par moi ou faite par Bernadette, on n'obtiendra pas la même chose. Éventuellement, il n'y aura pas la même couleur de produit, parce que c'est physique. On n'obtiendra pas la même couleur de produit, on n'obtiendra pas le même résultat et la même puissance d'efficacité de ce résultat. Pourquoi? Parce que, je sais pas, vous, ça fait 20 ans que vous travaillez l'alchimie, et puis moi je commence. Comment ça va? Je ne sais pas, je dis ça comme ça au hasard, pour donner un exemple. Mettons vous faites de l'alchimie depuis 20 ans. Bon, on fait tous les deux la même manipulation. Vous aurez plus de résultats que moi, parce que moi, je le démarre. Bon. Mais peut-être que Bernadette, qui est branchée avec des plans, je sais pas, X ou Y, peut-être qu'en fait, elle nous dépassera tous les deux. Parce que elle va s'y prendre autrement. Et en fonction de l'homme, le résultat est différent. Et ça, tous les spagyristes, tous les alchimistes, toutes les pratiques sont certaines là-dessus. On n'obtient pas les mêmes résultats. Et ça, c'est bien. Parce que l'homme participe. 80% de l'alchimie, c'est l'alchimiste. 80% d'un rituel de théurgie, c'est le théurge. C'est quoi, je pense, 80% du résultat de l'alchimie, et même chose, voilà. On fait un rituel, et bien 80% du résultat de ce rituel repose sur l'opérateur. Les 20% qui restent, c'est les manipulations. Donc, voilà, toute alchimie véritable, hop, ça descend par là. Alors ce que je voudrais, ce qu'on veut passer ensemble, c'est des arcanes, enfin du symbolisme, aux arcanes opératifs. Alors là, on est dans notre 4. Parce que le 4 a pour but d'obtenir l'octogone. Hein. On chemine gentiment. En fait, ce serait juste manifester la force de l'esprit dans la matière, finalement. Oui, juste ça. Et pour ça, on a besoin de béquilles. Alors, une loi importante. On nous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Si Dieu a fait l'homme à son image, ça signifie qu'il y a une loi de miroir entre Dieu et l'homme. Je suis le miroir, je suis dans le miroir de Dieu. Donc ça signifie que la loi de miroir
est une des lois fondamentales pour passer des arcanes symboliques aux arcanes opératifs. Et c'est cette loi de miroir qui régit l'univers entier. Et si vous arrivez à mettre la loi de miroir de votre côté, eh bien vous comprenez par exemple, parce que la loi de miroir, elle commence quand? Elle commence là. Voilà, quand on a... Première loi de miroir, hop, elle démarre là, la loi de miroir, quand l'éther afflue et quand l'azote se rebelle. Et à partir de là, c'est que des lois de miroir les unes sur les autres. Donc la création est le miroir de Dieu. L'homme est donc également le miroir de la création. Tout est dans tout. Quand on parlait tout à l'heure que la Vierge universelle, que la Vierge éternelle portait ses enfants, elle porte ses enfants où cette Vierge? Puisqu'elle emplit tout, elle ne peut les porter qu'à l'intérieur de son propre corps. Et que font les femmes physiques incarnées sur le plan de la matière? Mais elles portent bien les enfants dans leur ventre. Donc c'est la loi de miroir, la loi spirituelle se retraduit en miroir sur la terre. Etc. Alors on peut jouer là-dessus pendant des jours et des jours. Je veux avoir une puissance sur la matière, parce que c'est quand même ça qui va m'intéresser. Je veux, quand je réalise un rituel, obtenir des résultats. Donc on a vu que la matière, c'était le 4. Si je fais jouer ma loi de miroir, si je veux faire jouer ma loi de miroir sur le 4, eh ben je vais avoir automatiquement l'apparition de l'octogone. Puisque je vais tracer un deuxième carré sur le premier, hop, et qui va me faire un carré qui rentre en miroir avec lui-même, d'où l'apparition du phénomène de l'octogone. Alors, le 4 doit donc se mirer avec lui-même pour nous donner les clés de la matière et les clés de la réalisation concrète des choses. C'est la puissance du 8. Alors, ce qui est très amusant, c'est que le 8, si on le touche, on a le symbole de l'infini. En mathématiques. C'est une curiosité. Il n'y a pas forcément de causalité. Mais il y a des petites choses curieuses comme ça. On a l'impression, des fois, on soulève le coin d'un voile et on voit des choses. C'est pareil. L'alpha, signe alpha grec. C'est amusant. L'alpha, ça signifie le commencement des choses. Et le commencement des choses, c'est le début de l'infini, mais il n'est pas fini. Et l'oméga. Et l'oméga, bon. Alors, c'est pareil, sur un plan légèrement historique, on peut rappeler les chapelles octogonales de certaines chevaleries du Moyen-Âge, qui ne faisaient pas des octogones pour rien. On peut penser aussi à un certain ésotérisme d'Occident qui a été au Moyen-Orient chercher des clés magiques, alchimiques ou pratiques, et qui est revenu avec l'octogone. Parce que si vous allez, il y a certaines constructions musulmanes qui sont en octogone. C'est curieux. L'octogone, on le retrouve comme ça, de temps en temps. Mais on n'en parle pas. Parce que c'est plus opératif. Oui. C'est par rapport à l'apparition de l'octogone. C'est-à-dire que si je me regarde dans un miroir, oui, étant dans la verticale, l'image que j'ai de moi, elle n'est pas comme ça. Oui. Donc elle est bien comme ça. Et alors, quelle est l'astuce qui fait que si un carré est en miroir, il devrait être carré face à carré vertical? Oui. Et que là, on le voit de biais. Oui, parce qu'en fait, c'est pas une loi de miroir physique. En fait, c'est une loi de miroir par rapport à un plan occulte. Donc, c'est le 4 qui se multiplie par lui-même. C'est le 4 qui se juxtapose à lui-même. Donc, on retombe sur l'octogone, mais c'est pas le miroir. Mais à la limite, presque, on pourrait dire que quand on se regarde dans une glace, la droite et la gauche sont inversées. Oui.
Donc, on a déjà l'image du miroir est une déformation de soi. Donc, c'est en fait un plan plus bas, et on se retrouve avec du carré, l'octogone. Mais c'est pas le miroir physique, c'est un miroir à voir plus sur un plan symbolique. Et d'ailleurs, si on regarde un tout petit peu l'octogone, on l'a là. Hein. On ne l'avait pas vu, mais il y a bien quand même 8 directions à notre carré. 1, 2, 3, 4, plus une espèce de croix de Saint-André qui coupe en diagonale. Donc on se retrouve avec, dans ce carré, une prémisse d'octogone. Ce qui veut dire que l'octogone, la figure telle qu'elle est présentée, doit nous faire sentir déjà qu'il ne s'agit pas du même langage. On doit introduire quelque chose de légèrement déformant. Oui, voilà, c'est subtil du terme. Voilà, en fait, l'ésotérisme, c'est comme le symbole du yin et du yang. On ne va pas se retrouver, on ne doit pas utiliser les raisonnements profanes là-dessus. On doit commencer à modifier sa façon de raisonner, sa façon d'intellectualiser ou son mental pour ressentir. À moitié penser, à moitié ressentir. Et là, on va tomber sur une figure qui tombe sur le 8. Mais le 8, il est déjà dans le carré. Est-ce qu'on ne peut pas dire non plus que de la même façon, dans une spirale, on part d'un point et on se retrouve exactement au même point, mais à un étage au-dessus. Alors là, ce carré, il évolue, deuxième, et il se retrouverait donc pas tout à fait dans la même situation, mais exactement même en placement. Ce qui laisse entendre une idée de mouvement. C'est pas statique. Plus ou moins. Là, c'est encore une approche physique, une approche mathématique. Bon, le 4, c'est vrai que quand il se marie avec lui-même, parce que pour marier le 4 avec lui-même, si j'ai un carré et que je redessine un carré avec la même disposition, je vais voir un carré. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de le mettre, je dirais, en diagonale pour retrouver un octogone. Alors, aussi autre chose, on peut considérer qu'on a le carré de la matière, que le carré matériel, il est comme ceci, et qu'un carré un petit peu plus spiritualisé, c'est-à-dire avec les mêmes proportions, va être sous forme de losange. On va avoir exactement les côtés égaux, même construction, mais on aura un losange. Et là, ce sera plus incisif, puisqu'on aura des pointes. Mal fait, vous m'excuserez, mais il aura des pointes. C'est comme une pyramide. Si vous mettez une face au nord, c'est bien. Si vous mettez une arête au nord, c'est mieux, ce sera plus incisif. Et dans cette optique-là, on pourrait dire en fait que effectivement c'est l'octogone qui nous donne la clé du passage de la matière à l'esprit. On va voir, on va après affiner, parce que là on aura le 4 par le 4, simplement. Mais j'avais un problème. C'est que mon 3, là, si je multiplie le 4 par le 4, c'est bien, mais j'ai toujours pas le 3 dedans. Alors le 3, on va l'injecter après. On va faire une petite pause. Et puis, on va reprendre tout à l'heure. Donc, nous continuons le stage. On vient de voir l'apparition de l'octogone. Alors, on va vous faire quelques petits schémas. Donc, l'apparition de l'octogone sous forme des deux carrés qui s'imbriquent. Donc, l'octogone complet, ce sera une figure comme ceci. On a vu tout à l'heure, si on s'amuse à juxtaposer le carré, donc pour avoir une petite idée de ce carré, donc ça je vais le mettre, je vais trouver, hop, voilà, bon. Dans notre carré, on a des triangles qui sont à l'intérieur de ce carré. Donc ça veut dire, comme on disait symboliquement tout à l'heure, on a le 3 qui est descendu dans le 4.
Et bien pour notre octogone, on va tenter de faire la même chose. Donc on va complexifier un petit peu les lois d'écho. Un écho, c'est quoi? Vous parlez, vous êtes en face d'une montagne. Vous poussez un cri, et quelques temps après, vous avez un écho qui revient. Donc ça, c'est la loi d'écho dans le domaine du son. Là, on va avoir des lois d'écho dans le domaine de la géométrie. L'écho, il nous revient par rapport à ce qui est en face. Donc, alors attention, là, un petit détail. Bon, j'ai un léger problème sur les schémas, c'est-à-dire que l'octogone doit être, comme on l'a dessiné au tableau, avec une pointe en haut. Voilà. Donc l'octogone aura toujours une pointe en haut. Sur les schémas du fascicule, pour des raisons de manipulation informatique, on l'a placé de cette manière-là, c'est-à-dire avec une droite en haut. Mais il faut savoir, je vous ai indiqué des petites choses, le nord est ici et le sud est ici. C'est-à-dire que notre octogone doit se voir comme ceci. Le haut de l'octogone et le bas de l'octogone. Donc, si on a une loi d'écho, on aura un premier écho entre le point, ce point-là, le point complètement au nord, et le point complètement au sud. Alors, je vous ai amené également des petits octogones. On va commencer. On va commencer à dessiner pour en mieux comprendre le fonctionnement. Voilà, alors il y a deux. Chacun. Je sais pas, on va s'arranger pour que je le montre pour pouvoir. Voilà, donc deux petits octogones chacun. Comme ça, si vous voulez en rappeler un. Alors, vous pouvez commencer à dessiner la première loi d'écho, qui donc part du point nord pour aller jusqu'au point sud. Il faut qu'on les penche. Ah. Alors, ceux qui n'ont pas de règles, j'en ai quelques-unes. On va engager une solution. Après, vous allez pouvoir colorier. Alors, qui veut une règle? Ouais. J'en donne déjà tous ceux qui n'en ont pas, et puis après, s'il en reste un peu, bah, tout le monde aura. Donc vous allez commencer à tracer un premier trait, les points, vous allez rejoindre les points qui sont en opposé les uns par rapport aux autres.
Oui. Les points en opposé, les uns par rapport aux autres. Un stylo, oui, un stylo à Bernadette. Un truc pour vous mettre en dessous, peut-être. Donc vous allez tracer 8 droites, des angles opposés les uns par rapport aux autres. Et vous allez avoir 8 premières lois d'écho. C'est plus facile avec une règle, hein? Voilà. Donc, Anne, on relie celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, etc. De manière à avoir les lois d'écho. Et on s'aperçoit qu'on commence déjà à tracer des triangles à l'intérieur de l'octogone. On les trace, ouais. Vous avez 2 feuilles de cette manière-là. Si vous ratez la première, vous avez la seconde. Alors il est dit dans les temples grecs, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc il faut se mettre à la géométrie. Ensuite on va complexifier un petit peu le travail. Voilà, tous les points opposés on les relie. Voilà. Donc on a une première. Voilà. Non, ça c'est pour toujours la même. Alors je vous explique. Donc on a commencé par tracer la loi d'écho fondamentale entre le nord et le sud. Vous avez opérativement une ligne fondamentale, donc ça nous en fait 8 au total. Mais nous avons également 2 lignes d'écho secondaires. C'est-à-dire que chacun des points va être en relation avec le point opposé et avec chacun des points qui se trouvent à côté. Alors vous allez essayer de tracer maintenant les lois d'écho secondaires. Sur la même feuille ? Sur la même feuille. Alors voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va commencer à tracer les lignes secondaires. N'importe quelle couleur. Mais en noir, ce serait préférable. Parce qu'après, on va mettre de la couleur. Mais bon, hein. Quelqu'un l'a fait en bleu. Ah oui, à partir du nord. Voilà, on indique un point, on décide que tel point, c'est le point nord. Et on relie tous les autres points avec le nord, c'est ça? Non. On relie ces points-là avec les deux. En faisant un triangle. En faisant la ligne au sud? Bien sûr. Et vous allez tracer 12 lignes. Ah, il faut tracer.